Bonsoir à tous, bienvenue, les titres de ce 20h. Le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, inauguré ce lundi à Abidjan par le vice-président Daniel Cablon-Duncan. Une nécessité quand on sait que 23% de la population africaine est en état d'insécurité alimentaire et 21% connaît la sous-alimentation. À Kigali, au Rwanda, le Premier ministre ivoirien participe à la 7e édition de l'Africa CEO Forum. Sur place, Amadou Gon Coulibaly vend les performances de l'économie ivoirienne et invite les investisseurs à saisir les opportunités que le pays offre avec notamment l'amélioration du climat des affaires. C'est la fin de la crise qui a agité le système éducatif ivoirien. Les enseignants ont repris la craie après de multiples rencontres avec les autorités. Après plusieurs semaines, les élèves des établissements publics ont regagné avec joie leur salle de classe. Attaque au Mali du village Peul d'Ogosagou dans le centre du pays ce week-end. Au moins 134 personnes ont été tuées, le bétail brûlé, les cases incendiées. Les populations rescapées ont fui le village pour se réfugier en brousse. Une délégation du gouvernement malien s'est rendue sur place. Merci à tous de nous suivre ce soir et on démarre au Mali où une délégation du gouvernement s'est rendue à Ogosagou, village Peul au centre du pays, théâtre de massacre ce week-end. Au moins 134 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées. La protection civile du Mali et la Croix-Rouge sont sur place afin d'apporter une assistance aux populations rescapées qui avaient fui en brousse. Le gouvernement a décidé de limoger plusieurs hauts gradés de l'armée et de dissoudre la milice accusée d'avoir mené cette attaque. C'est la plus meurtrière depuis le début de la crise au Mali en 2012. Et nous poursuivons donc avec un télégramme officiel qui part de la Côte d'Ivoire. Son Excellence, Monsieur Ibrahim Aboubacar Keïta, président de la République du Mali. Monsieur le Président, cher frère, c'est avec une vive émotion que j'ai appris l'attaque terroriste perpétrée contre le camp militaire de Doura le dimanche 17 mars 2019, faisant une vingtaine de soldats tués. Des blessés, des disparus, ainsi que le massacre de plus de 100 Peuls dans les localités d'Ogasagou et Wellingara le samedi 23 mars 2019. Le gouvernement ivoirien condamne énergétiquement ces actes barbares et injustifiés qui viennent une fois encore endeuiller le peuple frère du Mali. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et au nom du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au gouvernement et au peuple malien mes sincères condoléances et ma profonde compassion. Tout en vous réitérant ma solidarité, je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Très haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ici, en terre ivoirienne, le roi du Lesotho, Sa Majesté Letsi III, a été reçu ce lundi par le chef de l'État. Nous y reviendrons. Le vice-président ivoirien a inauguré ce lundi le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Ce centre implanté en Côte d'Ivoire par le Programme alimentaire mondial va permettre aux pays de l'Afrique subsaharienne de coordonner leurs efforts dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Mahama Traoré. C'est à Abidjan que le Programme alimentaire mondial PAM a choisi d'implanter le premier centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, CERFAM, pour la zone Afrique subsaharienne. Sa mise en service témoigne de la volonté du continent de réaliser le deuxième objectif de développement durable des Nations Unies, à savoir éradiquer la faim et la malnutrition à l'horizon 2030. Le centre aura ainsi pour vocation de promouvoir les bonnes pratiques agricoles et de mener des plaidoyers auprès des décideurs pour la mise en œuvre de solutions innovantes au niveau régional. Selon David Besley, directeur exécutif du PAM, il y a urgence car l'insécurité alimentaire touche 23% des Africains, 21% sont en état de sous-alimentation et 30% des enfants de moins de 5 ans connaissent des retards de croissance. L'avènement du CERFAM fonde donc l'optimisme du champion de l'Union africaine pour la nutrition, Sa Majesté Letsi III, roi du Lesotho. D'autant plus qu'il voit en ce centre un pilier de recherche et d'innovation au service de l'élimination de la faim et de la malnutrition en Afrique.
Une vision partagée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan en sa qualité de facilitateur national pour l'élimination de la faim et de la malnutrition. La faim et la malnutrition, par leurs effets négatifs sur le développement du capital humain, nuisent à la productivité et grèvent les dépenses publiques. Plus que jamais, la faim et la malnutrition sont au cœur de la problématique de lutte contre l'extrême pauvreté et la promotion de la prospérité partagée en tant que dimension importante du développement social et humain. Face à ces enjeux, nous devons donc nous unir, gouvernement, secteur privé, société civile, milieu académique de la recherche, partenaires techniques et financiers, et coordonner nos efforts pour améliorer nos systèmes alimentaires et atteindre nos objectifs nutritionnels de manière écologiquement, socialement et économiquement durable. Les travaux du Centre d'excellence régionale contre la faim et la malnutrition seront focalisés sur 4 domaines clés que sont l'assistance technique, la recherche, les partenariats et les plaidoyers. À Kigali, au Rwanda, le Premier ministre ivoirien était ce lundi à l'ouverture de la 7e édition de l'Africa CEO Forum. Il est question pour le chef du gouvernement ivoirien d'inviter les investisseurs à saisir les opportunités d'affaires que la Côte d'Ivoire offre. C'est la fin de la crise qui a secoué le système éducatif ivoirien. Les enseignants ont repris la craie après de multiples rencontres avec les autorités. Pierre Dipomelin et Serge Coléa. Lundi 25 mars, 7h30, c'est la reprise des cours dans les lycées et collèges d'Abidjan, après une longue période de grève. Nous sommes au lycée moderne de Treichville. Enseignants et élèves sont bien à la tâche. Même ambiance studieuse au collège moderne du Plateau. Il faut rattraper le temps perdu. C'est dans un état d'esprit convivial, en toute responsabilité d'enseignants, que nous reprenons les cours. Comme vous pouvez le constater, tous les élèves sont sur place, tous les enseignants aussi sont là. Moi, en tant que responsable syndical aussi, je suis à mon poste. Direction Agamé, au lycée Harris. Le coup de sirène annonce la récréation. La proviseure supervise la reprise. Nous sommes heureux de retrouver tous les enseignants et les élèves. Dès 7 heures, les élèves étaient là. Nous avons monté le drapeau ce matin. Tous les enseignants sont allés en classe. Les cours ont débuté à la grande joie de tout le personnel. Les cours sont également effectifs au lycée moderne de Cocody. Les discussions entre les enseignants grévistes et le gouvernement ont permis de décrisper la situation de crise que traverse l'école ivoirienne. Le mot d'ordre de grève est levé. Dans la région de la Mai ce week-end, le ministre de l'Environnement a rencontré les partenaires de l'école. Il a invité le corps professoral, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes à tout mettre en œuvre pour une reprise des cours réussis après plusieurs mois de fortes perturbations des enseignements dans cette localité. Dans le monde du transport, le projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos arrive à sa fin. Il sera clôturé le 29 mars prochain. Cette initiative de la CEDEAO et de la Banque mondiale est arrivée en réponse aux pratiques anormales qui entravaient la libre circulation des biens et des personnes dans 5 pays de la sous-région, dont la Côte d'Ivoire. Chaque connaît. Parmi les 9 indicateurs de performance du projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos, la réduction du temps de séjour des marchandises au port d'Abidjan de 21 jours à 11 jours aujourd'hui est une réelle avancée. La Côte d'Ivoire a fait des progrès énormes sur le T2, c'est-à-dire la partie formalité bon enlevé, c'est-à-dire la performance des poids, de la douane et de tout ce qui est autour. Et ça, la Côte d'Ivoire a le meilleur temps, puisque la Côte d'Ivoire met 2 jours pour dédouaner. Là où le temps est plombé en Côte d'Ivoire, c'est la sortie, les questions de congestion. Donc il faut que, je pense que le port est en train de prendre avec la Banque mondiale, avec le MCC, prendre des mesures pour améliorer la fluidité au niveau de la zone portuaire. Et c'est ça qui impacte sur le temps. Or, qui dit impact sur le temps, quand ça dure, donc c'est des coûts. Et donc ces coûts sont forcément imputés au consommateur final du produit. Tous les trimestres, durant 8 ans, les experts des 5 pays, à savoir le Ghana, le Bénin, le Togo, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, ont collecté leurs différentes données afin d'améliorer la performance de leurs ports
et l'état de leurs infrastructures routières. Le projet du PFCTCAL, en réduisant drastiquement les temps de traversée des ports et des frontières, normalement impactera positivement sur le volet socio-économique des populations. 27 millions de voyageurs, dont de nombreux commerçants et 140 000 routiers, empruntent chaque année l'axe Abidjan-Lagos. Ce axe concentre 65% des activités économiques et 6% du PIB de la région généré par le secteur des transports. On reste dans ce secteur du transport transfrontalier. L'État de Côte d'Ivoire perd environ 35 milliards de francs CFA chaque année du fait des tracasseries routières. Le Comité national de facilitation du transport a initié à la frontière Elubo-Noé des réflexions et aussi une caravane afin de sensibiliser sur l'amélioration de la fluidité routière. Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan. Proposer des réformes pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes à la frontière ivoiro-ghanéenne. Le Comité national de facilitation du transport en Côte d'Ivoire, CNF, s'y engage. Un atelier de réflexion s'est tenu à la frontière Noé et Libou entre les douanes ivoiriennes et ghanéennes. Après un plaidoyer fait à l'endroit des deux gouvernements, ces forces de contrôle se sont résolues à coopérer pour améliorer le temps de traversée à la frontière. Nous pouvons espérer que les recommandations qui concernent les forces publiques aux frontières, la douane, la police de l'immigration, les transitaires et les phytosanitaires seront mises en œuvre pour que le trafic soit fluide à ces frontières. Nous avons participé à un atelier organisé par les comités nationaux de facilitation de la Côte d'Ivoire et du Ghana sur le temps de traversée à la frontière Noé-Libou et donc mettre en exergue les problèmes qui font que les camions passent trop de temps à cette frontière et connaissant également l'importance du corridor Abidjan-Lagos, il était quand même de bon ton que les autorités des deux pays puissent s'asseoir et trouver une solution à ce problème. Le CNF a sensibilisé les forces de l'ordre sur les tracasseries routières et le racket dans les corridors. Officiellement, il existe 5 barrages sur la section ivoirienne du corridor contre 3 barrages recommandés par le mémorandum d'entente d'Accra. Le roi du Lesotho, Sa Majesté Letsi III, a été reçu ce lundi par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, champion de l'Union africaine pour la lutte contre la malnutrition. Le roi Letsi III est venu participer à l'installation officielle du Centre régional d'excellence pour la lutte contre la faim et la malnutrition, une initiative du programme alimentaire mondial. Nous écoutons les deux personnalités à la fin de la rencontre. Le grand honneur d'accueillir Sa Majesté, le roi du Lesotho, qui est en visite ici dans le cadre de l'inauguration du centre d'excellence. C'est un privilège pour nous, un grand honneur. Et je voudrais remercier Sa Majesté d'avoir fait le déplacement jusqu'en Côte d'Ivoire pour cet événement qui est important, pas seulement pour la Côte d'Ivoire et la région, mais pour tout le continent africain. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire pour l'invitation qu'il a bien voulu m'adresser afin que je puisse prendre part au lancement du centre d'excellence pour l'Afrique de l'Ouest et du centre pour la lutte contre la malnutrition et la faim. Ce centre sera évidemment un outil important non seulement pour l'Afrique de l'Ouest, du centre, mais pour toute l'Afrique, en matière de lutte contre la malnutrition et la faim. Je voudrais également exprimer ma gratitude au président pour toutes les facilités qui nous ont été accordées à moi-même et à ma délégation depuis notre arrivée en Côte d'Ivoire. Ce centre, bien évidemment, sera un outil important de recherche et d'études qui vont bénéficier à l'ensemble de l'Afrique. Voilà, nous venons d'entendre à l'instant le roi du Lesotho, Sa Majesté Letsi III, et le président Alassane Ouattara après une entrevue ce soir.
32 hauts fonctionnaires de l'administration publique ivoirienne ont été formés pour participer, voire impulser le développement du pays. Cette première promotion du programme Cadre Dirigeant Côte d'Ivoire émergente a reçu les outils pour mettre en œuvre, piloter et évaluer les réformes attendues pour mener la Côte d'Ivoire à l'émergence 2020. Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire, pays émergent 2020, un défi qui sera relevé avec tous les acteurs de divers tissus socio-économiques, notamment avec les hauts cadres de l'administration ivoirienne, grâce à un programme de perfectionnement reçu des Sciences Po de Paris, symbole d'un enseignement d'excellence. 32 fonctionnaires ivoiriens bénéficiaires font désormais partie du vivier de compétences que le pays veut mettre au service de son développement. Ce programme a été élaboré en étroit lien avec la primature et a été pensé comme un dispositif d'aide à la prise de la décision qui favorisera la réflexion comme une préalable indispensable à l'action éclairée. Le programme s'articule autour de 4 modules qui sont piloter et évaluer l'action publique, saisir les enjeux, comprendre les dynamiques de l'organisation et de l'action publique, et concevoir les partenariats publics, mettre en projet et accompagner le changement. Issu de la première promotion d'un projet pilote dénommé Programme Cadre Dirigeant Côte d'Ivoire émergente, le gouvernement fonde un grand espoir sur ce programme. Les cadres dirigeants chargés de l'encadrement supérieur de l'État ont dans cette dynamique un rôle moteur à jouer. Leur responsabilité managériale et leur capacité à incarner et porter le changement, à montrer l'exemple par leur leadership et à mobiliser leurs services autour d'ambitions communes sont des éléments cruciaux. C'est dire toute l'importance de ce programme qui nous réunit aujourd'hui. La cérémonie de lancement du programme a été marquée par un discours inaugural sur le thème « Intelligence stratégique et économique pour l'émergence et la construction d'un État stratège ». L'intelligence stratégique économique vise aussi à fédérer une réflexion stratégique des faits tiers du secteur privé, mais aussi des grandes entreprises. C'est ainsi qu'on peut promouvoir une approche d'accompagnement des champions nationaux, que l'on peut avoir des benchmarks concurrentiels, qu'on peut mesurer l'analyse de compétitivité, les opportunités d'affaires, enfin tous ces éléments. Dans la mise en œuvre de son développement, le pays pourra faire appel aux différents profils bénéficiaires du programme Cadre Dirigeant. Sur 108 candidats, 32 ont été sélectionnés à partir d'un processus de recrutement compétitif. Dans l'actualité politique, on s'intéresse à une rencontre initiée par les cadres et les élus du RHDP de la région du Tchologo afin d'analyser la situation sociopolitique actuelle de la Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré et Moussa Konaté. Les élus et cadres du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de la région du Tchologo, se concèdent un seul point à l'ordre du jour, l'analyse de la situation sociopolitique, à la suite de laquelle ils déclarent. À moins de 2 ans des élections générales de 2020 en Côte d'Ivoire, et au moment où, premièrement, les populations bénéficient des retombées positives des actions de développement initiées par son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Deuxièmement, le parti politique, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, s'affirme de plus en plus comme la force politique majeure pour une Côte d'Ivoire rassemblée et prospère. Force est de constater que certains propos discordants tendent à perturber la sérénité et la cohésion des populations au plan national et particulièrement dans la région du Tchologo. Nous, élus et cadres de la région du Tchologo, comprenant les départements de Ferkessé-Doukou, de Kong, de Wangolo-Dougou, affirmons solennellement notre engagement aux idéaux du RHDP, gage de paix, de stabilité et de développement durable de notre pays. Réitérons notre soutien indéfectible au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et à son gouvernement dirigé par M. le Premier ministre
Amadou Bon Coulibaly. Exprimons notre attachement à M. le ministre Ouattara Tené Brahima, président du Conseil régional du Tchologo, principal levier du développement de notre région. Invitons les filles et les fils du Tchologo à éviter toute initiative visant à fragiliser la cohésion et la dynamique de développement de la région. Appelons les populations du Tchologo au rassemblement autour de l'illustre fils de notre région, le président Alassane Ouattara, notre motif de fierté. Les élus et cadres du RHDP de la région du Tchologo entendent poser des actes pour l'implantation du parti à travers toute la Côte d'Ivoire. Les femmes du mouvement PDCI Renaissance se mobilisent dans le Moronou. La ministre Raymond Goudou Kofi, vice-présidente du mouvement, était dans la localité pour lancer un appel à l'unité. Alexis Ouedraogo. Raymond Goudou Kofi, vice-présidente de PDCI Renaissance, face aux femmes du mouvement ce samedi dans le Moronou. Mobilisée autour des idéaux d'unité et de réconciliation, elle engage les femmes à être des ambassadrices de paix. Nous ne pouvons pas nous rendre complices d'une quelconque discorde. C'est à vous les femmes que je m'adresse. Notre rôle est de rassembler, je dirais même d'être des médiatrices. À ses côtés, Théophile Awandoli, premier vice-président de PDCI Renaissance, mobilise les femmes. Mes chères sœurs, mes chères filles, soyez fiers d'appartenir à PDCI Renaissance. Un mouvement qui affirme clairement et sans équivoque son appartenance au PDCI dans ses valeurs et ses idéaux d'origine, légués par Félix Houphouët-Boigny. Un message entendu et apprécié des participantes qui livrent leurs motions et réactions. Nous, femmes de la région du Moronou, affirmons de manière publique notre soutien au mouvement PDCI Renaissance et notre adhésion à ses idéaux. Saluons l'appartenance du PDCI Renaissance au RHDP, parti auquel nous nous reconnaissons. Nous ne voulons pas, nous les femmes du Moronou, nous retrouver dans les années 2011 où il y a eu la crise post-électorale. Nous voulons que cette paix-là continue. C'est pour ça que j'interpelle toutes les femmes du Moronou dans le PDCI Renaissance. Le mouvement PDCI Renaissance entend sillonner l'étendue du territoire pour porter son message de rassemblement. Traite et exploitation sexuelle d'enfants, la police nationale a démantelé un réseau à Noé. Elles sont 11 jeunes filles de nationalité nigériane en situation de traite et d'exploitation, libérées des griffes de 3 personnes, 2 Nigérians et 1 Camerounais, tous appartenant à un réseau de trafic illicite pour exploitation sexuelle à Noé, Maféré et Aboisseau dans la région du Sud Comoé. C'est grâce à une dénonciation des populations que les forces de sécurité ont mis le grappin sur ces 3 trafiquants. La ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Bakayoko Liramata, a condamné cet acte et annoncé la prise en charge des 11 filles dans un centre spécialisé et aussi la recherche de leurs familles respectives. Après les récentes nominations au sein de la gendarmerie nationale, le commandant supérieur de la gendarmerie a procédé à l'installation des nouveaux responsables d'entités dans leurs fonctions. Abou Sanogo. Place d'armes de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Passation et prise de commandement. Les nouveaux commandants de force et chefs de corps installés dans leurs fonctions par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Alexandre Apalotouri. Ainsi, le colonel Yeo Ousmane prend désormais le commandement de la gendarmerie territoriale, en remplacement du colonel-major Kwasikona René Stanislas. Le colonel-major Abeseka Arsène a pour sa part passé le commandement de la gendarmerie mobile au colonel Mbaya Patrick Alexandre. Les unités spécialisées de la gendarmerie sont sous le commandement du colonel Bassante Badara Ali. Les premières légions de gendarmerie territoriale et mobile sont commandées respectivement par le colonel Bolidegui Florent et le lieutenant-colonel Konesuna. Les écoles de gendarmerie de Torogui et d'Abidjan ont désormais un commandement dirigé par le colonel Etedjadji Georges. Une nouvelle unité voit le jour, à savoir l'unité de lutte contre l'insécurité rurale. Elle est placée sous le commandement du colonel Coulibaly Diomonwele.
Après avoir remis le drapeau aux 6 nouveaux chefs de ces différentes unités, le général de brigade Alexandre Apalo-Touré les a exhortés à une parfaite collaboration avec les hommes placés sous leur commandement afin que les résultats escomptés soient atteints. Nous devons tous sentir que nous sommes des hommes en qui le peuple a confiance et que nous ne devons pas trahir les institutions républicaines, le chef suprême des armées. Nous devons respecter les lignes qui nous ont été tracées. Engageons-nous pour la République, engageons-nous pour de meilleurs rapports avec la population ivoirienne. Message bien reçu par le nouveau commandant de force et chef de corps qui ont promis continuer à œuvrer inlassablement à la sûreté publique, à la protection des biens et des personnes, ainsi que les institutions de la République. La cérémonie s'est achevée par un défilé de troupes. Approvisionnement des ménages en eau potable, une vingtaine de forages sont abandonnés dans le district d'Abidjan à cause des agressions par les habitations et les activités des opérateurs économiques. Le phénomène peut conduire à la longue à des pénuries d'eau. Francis Boifo nous explique. Voici ce qui reste du champ captant Adjami Nord dans la commune d'Atekoubé. Ce site transformé en pâturage regroupait 6 ouvrages de captage d'eau potable souterraine, encore appelés forages. L'Office national de l'eau potable ONEP a été obligé de l'abandonner après des analyses qui ont prouvé la pollution de l'eau des forages par des produits chimiques du fait de l'activité humaine. À Adjamé Makassi et à Abobo, non loin de l'université Nangui à Brougoua, plusieurs autoforages pourraient être abandonnés à la longue. Les sites sont agressés par des opérateurs économiques et des habitations. Le périmètre rapproché est défini comme étant une zone située dans un rayon de 120 mètres autour du forage. Et ce que vous constatez, c'est que tout autour, c'est des constructions, des habitations. Et il se trouve que ces systèmes d'assainissement ne permettent pas une étanchéité des eaux usées reçues des habitations. Et donc ces eaux vont contribuer à la dégradation de la qualité de l'eau du forage. Il y a un surcoût de traitement. Quelquefois, on sera même obligé d'abandonner le forage parce qu'on ne sera plus en mesure de pouvoir traiter cette eau. Une vingtaine de champs captants abandonnés au total à ce jour, selon l'ONEP, dans le district autonome d'Abidjan. Pourtant, un code de l'eau existe depuis 1998. Il prévoit des mesures de protection des ouvrages et des sanctions. Il nous est arrivé de détruire certaines clôtures qui empêchent l'exploitation de ces champs captants-là. Il faut lancer un message d'éducation vers l'ensemble de tous les acteurs, ceux qui occupent les sites, ceux qui donnent les autorisations d'occuper ces sites, de se référer à la loi. Parce que si nous ne prenons garde, nous allons mettre donc en difficulté les populations ivoiriennes. Aujourd'hui, l'eau, c'est la vie. Toute action qui va à l'encontre de la préservation de la ressource qu'est l'eau potable doit être combattue. La vingtaine d'ouvrages abandonnés, c'est plus d'1 million de personnes privées d'eau potable. Quand on sait qu'un forage dessert 50 000 personnes par jour avec une capacité de 5 000 m3 jour. Direction Kigali au Rwanda, le Premier ministre ivoirien a pris part ce matin à l'ouverture de l'Africa CEO Forum. Pour cette 7e édition, il est question pour le chef du gouvernement ivoirien d'inviter les investisseurs à saisir les opportunités d'affaires que son pays, la Côte d'Ivoire, offre. Herman Guivet, envoyé spécial sur place à Kigali. L'Africa CEO Forum 2019. 700 dirigeants d'entreprises, 4 chefs d'État, Paul Kagame du Rwanda, Félix Tshisekedi de la RDC, Sahle-Work Zewde de l'Éthiopie, Faure Gnassingbé du Togo et la Côte d'Ivoire, bien représentés par son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Une quarantaine de ministres pour boucler la boucle et le nombre de participants aurait dépassé les 1500 annoncés, il serait plus de 1800. Le sujet abordé est aussi grand que l'intérêt manifesté autour de l'événement. Pour Philippe Le Ouérou, vice-président directeur général de la SFI,
Les efforts en faveur du libre-échange régional sont louables, mais les difficultés subsistent, les contrôles monétaires, les coûts de transfert élevés, les barrières non tarifaires et les tarifs commerciaux. L'intégration africaine, tant recherchée au travers de l'accord portant sur la mise en place de la zone libre-échange continentale, la ZLEC, ne peut se faire sans la mobilisation du secteur privé. Et pour Paul Kagame, le président rwandais, il n'y a plus une minute à perdre. Il est de notre responsabilité d'assurer que l'intégration s'approfondisse et en même temps s'accompagne de cette volonté d'aller de l'avant pour donner un meilleur avenir à nos enfants et à nos jeunes. Depuis sa création en 2012, le CEO Forum a permis de mettre en connexion plus de 5000 dirigeants. Le choix du Rwanda pour abriter cet événement n'est pas fortuit. Le pays permet de réunir toutes les communautés d'affaires francophones et anglophones. Et c'est la fin de ce journal. Michel Mambo vous donne rendez-vous pour le 23h. Merci à tous de votre attention. Bonsoir.